Merci beaucoup, Paola. Les tensions, tiraillements, flottements, contradictions sont notre fil rouge de la matinée. Mon propos va s'inscrire assez directement dans les deux sillages qui ont été ouverts par mes deux prédécesseurs, et puis assez directement, je dois le dire, dans le propos de Jonathan Keller il y a quelques instants. Je vais même avoir quelques citations qui sont communes à nos deux exposés. Je partirai non pas d'une déception, comme vous le disiez, Jonathan, mais plutôt d'un étonnement, qui était aussi le vôtre, puisque lorsque Paul Valéry devint professeur au Collège de France, tout laissait attendre que sa chaire de poétique lui donnerait l'occasion de développer des réflexions, disons, stylistiques. Or, le cours ne contient guère de remarques de cet ordre, et si la promesse est parfois renouvelée d'une attention aux détails linguistiques des textes littéraires, il marque aussi par endroits une vraie hostilité face à cette démarche. C'est pour ça que l'hypothèse du samedi, à mon avis, il faut la garder avec prudence, parce que s'il a étudié dans le détail des textes le samedi, alors il était en contradiction avec le vendredi. En tout cas, c'est cette tension qui va ici me retenir et sur laquelle je voudrais proposer quelques réflexions. Comme tout candidat au Collège de France, Valéry a préparé une plaquette présentant la direction qu'il entendait donner à son enseignement. On y trouve une formule qui est devenue célèbre, c'est même une des citations les plus célèbres de Paul Valéry. La littérature est et ne peut être autre chose qu'une sorte d'extension et d'application de certaines propriétés du langage. Déjà présente dans un projet d'article de 1899, l'idée se retrouve formulée en 1937 et encore en 1938. La littérature n'est après tout qu'une exploitation de certaines propriétés d'un langage donné. À chaque fois que cette formule apparaît, c'est en amont ou en aval d'un développement sur les modalités rédactionnelles des textes littéraires. C'est en ce sens-là que je vais utiliser le mot style et stylistique. En 1938, elle se voit prolongée par des considérations sur les spécificités sonores, graphiques, lexicales, syntaxiques du français, en tant que ces spécificités de la langue expliquent certaines spécificités stylistiques de notre littérature. En 1899, la formule venait clore l'éloge d'une approche minutieuse des faits de langue, je cite, « l'énumération avec patience des figures et des formes du langage nous est devenue insupportable. La syllabse, la litote nous ont paru d'ennuyeuses plantes d'herbier. En réalité, rien n'était plus empirique ni plus louable. » Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Avec une constance remarquable, cette idée de 1899 se retrouve presque à l'identique dans la plaquette de candidature. La littérature, et dit-on, utilise par exemple, à ses fins propres, les propriétés phoniques et les possibilités rythmiques du parler que le discours ordinaire néglige. C'est là le domaine des figures dont s'inquiétait l'antique rhétorique et qui est aujourd'hui à peu près délaissé par l'enseignement. En somme, l'étude dont nous parlons aurait pour objet de préciser et de développer la recherche des effets proprement littéraires du langage. Ce qui est annoncé ici s'apparente bien, quelque part, à un projet stylistique, comme le comprit d'ailleurs Édouard Leroy, qui fut chargé de défendre la candidature de Paul Valéry devant l'Assemblée des professeurs du collège. Pour Leroy, la poétique telle que la conçoit le postulant a deux volets principaux. Le premier est ce que nous appelons désormais une génétique. Il s'agit de rendre compte de la façon dont les œuvres sont produites. Et le second est ce que nous pouvons appeler une stylistique. Il s'agit de rendre compte de la façon dont les textes sont écrits. De fait, lorsque Valéry annonce le programme de sa première année d'enseignement, il prévoit d'y suivre cette double direction selon une progression à part égale que vous retrouvez sur l'affiche qui est reproduite à la page du jour dans le programme du colloque. Premièrement, les problèmes de la production des ouvrages de l'esprit et deuxièmement, langage et littérature, examen de quelques faits et notions. Le premier point sera traité, le second sera longtemps oublié. Il faut attendre le début de 1945 pour que la question de l'emploi littéraire de la langue soit abordée de front et un peu longuement. Certes, ce n'est pas seulement la question du fonctionnement stylistique de la langue qui peut sembler négligée par le cours, c'est la littérature elle-même qui se voit progressivement accorder que la portion congrue. Mais Valéry semble avoir éprouvé une certaine gêne toute particulière à l'égard du style. Le mot lui-même n'appartient pas à son vocabulaire et n'apparaît que très rarement dans le cours de poétique. L'une des raisons tient à sa plasticité,
Ce terme « style » revient plusieurs fois dans des listes de mots dont le vague embarrasse l'écrivain. Une de ces listes est d'ailleurs dressée dès la plaquette de candidature. Il faut bien avouer, y écrivait-il, que la terminologie dans les arts, et particulièrement dans l'art littéraire, est des plus incertaines. Forme, style, rythme, influence, inspiration, composition, etc. sont des termes qui s'entendent sans doute, mais qui ne s'entendent que dans la mesure où les personnes qui les emploient ou les échangent entre elles s'entendent elles-mêmes. D'autres listes de mots vagues sont dressées dans le cours, il y en a beaucoup, toutes sont différentes, mais un terme et un seul y revient toujours, c'est le mot style. En soi, la chose ne devrait être ni gênante ni rédhibitoire. Après tout, Valéry use fréquemment des autres mots qui apparaissent dans ces listes, et l'on peut, de toute façon, au besoin, contractualiser une définition pour un mot. Si le problème n'est pas dans la langue, alors où est-il ? Une autre remarque de la plaquette de candidature est devenue célèbre, on y a déjà fait allusion ce matin. L'auteur y appelait de ses voeux une histoire de la littérature où le nom d'aucun écrivain ne fut prononcé. La poétique prônée par Valéry se veut sinon collective, du moins générale, voire impersonnelle. Il s'agit de mettre au jour les conditions d'apparition et les modalités de fonctionnement des œuvres sans les ramener à des cas particuliers. On comprend dès lors que la notion de style n'y trouve pas aisément sa place puisqu'elle désigne généralement la signature rédactionnelle d'un écrivain. Si l'on en croit des notes prises par un auditeur anonyme de 1943, telle était d'ailleurs la définition qu'en retenait Valéry. Le style est la marque de la personne dans l'œuvre. Définition tout à fait banale, hein. Or, cette dimension individuelle de l'acte littéraire n'intéresse pas ou n'est pas supposé intéresser Valéry. Il ne cesse de le dire. Par exemple, le véritable auteur n'est pas le signataire, l'homme à biographie n'est pas une personne déterminée. Ou encore, les plus pures œuvres sont celles qui font oublier qu'elles eurent un auteur. Je dis qu'il n'y a pas contradiction, il y a tension, et c'est ça qui m'intéresse. Parfois, en effet, le cours semble dire l'inverse. Ainsi peut-on entendre lors de la leçon du 12 décembre 1941 les mots suivants: l'objet de la poétique est la représentation de la singularité. La leçon du 5 février 1938 consacre une large place à l'éloge de l'individualité en art, mais aussi en philosophie, au point de faire du style une nécessité intrinsèque du discours philosophique. Mais la gêne de Paul Valéry à l'égard du style se reflète aussi dans sa gêne à l'égard de ce que je vais appeler, par commodité, la démarche stylistique, quand bien même le projet n'en viserait pas d'abord à faire apparaître la signature rédactionnelle d'un écrivain particulier. Pour bien comprendre ce qui se joue ici, on peut partir d'une note prise en vue du cours en 1937 ou 1938. Je la cite. On peut considérer les œuvres comme des sujets anatomiques, d'où d'un côté, critique stylistique, métrique, de l'autre, critique historique, bibliographique, etc. Si cette note m'intéresse, c'est d'abord parce qu'elle présente la seule occurrence de l'adjectif stylistique dans l'ensemble des pages et documents préparatoires du cours rassemblés par William Marks. C'est aussi parce qu'elle dresse la liste des démarches qui se voient écartées par le projet poétique de Valéry. Ils disent qu'il ne fera pas. Il leur reproche un a priori fixiste qui réduit l'œuvre à un objet stable, alors qu'il s'agit pour lui de considérer l'œuvre littéraire comme, je cite, comme fonctionnement, état d'une transformation. Cette idée se trouvait plus largement développée dans la leçon inaugurale, je cite, « parce que l'œuvre de l'esprit n'existe qu'en acte, qu'hors de cet acte, ce qui demeure n'est qu'un objet qui n'offre avec l'esprit aucune relation particulière, on ne doit pas céder à la tentation historiciste ou stylistique qui réduit l'œuvre à un objet, purement objet. » Il poursuit ainsi la réflexion. Que pouvons-nous, sur cet objet qui, cette fois, ne peut rien sur nous, compter les mots d'un texte ou les syllabes d'un vers, constater que tel livre apparut à telle époque? Plus encore que le réductionnisme historique, c'est le réductionnisme stylistique qui est ici visé. Je
cite un peu plus loin, c'est l'exécution du poème qui est dans le poème. En dehors d'elle, ce sont des fabrications inexplicables que ces suites de paroles curieusement assemblées. C'est ce qui conduit Paul Valéry à considérer, le 19 juin 1942, on a eu la citation tout à l'heure, hein, que les questions de prosodie et de métrique sont peu importantes, ce qui paraît assez difficilement compatible avec un projet qui se veut formaliste. Nous nous souvenons que la plaquette de candidature gardait pourtant la nostalgie de l'énumération patiente des figures et des formes de langage. La tension se résout en partie si l'on prend en considération ce que Valéry devait dire dans sa leçon du 12 janvier 1945, en regrettant que l'on prit parfois sur les œuvres un point de vue qui, dit-il, qui est soi-disant objectif et qui consistera à prendre un texte, par exemple, et à l'étudier comme si c'était un objet matériel déterminé. Il poursuit ainsi. On fera la collection des mots qui entrent là-dedans, on pourra classer ces mots, on observera que l'auteur emploie tant de fois tel mot qu'au contraire, tel autre mot, il le fuit. On pourra numéroter, si vous voulez, le nombre des types syntaxiques dont il se sert, ce qui est complètement vain. Faire de la prosodie sur ces vers, ce qui n'apprend rien à personne. Et enfin, faire tout un travail qui est incontestable, parce qu'il est parfaitement objectif, une question de compte, de mesure ou bien de recherche d'ordre purement bibliographique. Ce qui est complètement vain, c'est la démarche stylistique qui est là entièrement balayée en un tournement, se cache derrière ces mots une évidente charge contre les réformes scolaires qui se sont engagées dès la fin du XIXe siècle et qui ont progressivement substitué à la rhétorique un enseignement du français à base philologique, c'est-à-dire à la fois très historique, premier point Grosjet de Valéry, et très stylistique, second point, avec une forte assise grammaticale. Les choses s'éclairent un peu si l'on se place dans l'optique générale du cours. La rhétorique considère le texte comme le résultat d'une action et le point de départ d'une action. Au-delà des figures, elle s'intéresse au processus qui... C'est moi qui fais ce bruit. Elle s'intéresse au processus qui, de l'inventio à l'actio, parcourt toutes les étapes de la production du discours. La description stylistique, en revanche, serait dépourvue de toute perspective dynamique. Elle réduirait l'œuvre à l'inventaire de ses traits formels et surtout, au moins implicitement, elle nierait la possibilité d'une généralisation ainsi que la place de la convention dans les échanges. C'est pour ça que Barthes avait été si sensible à cette rhétorique, à cet intérêt de Valéry pour la rhétorique. La rhétorique, en effet, serait en revanche fondée sur un strict conventionnalisme. Or, la convention est une notion clé de l'imaginaire fiduciaire de Valéry. Elle est, dit-il, chose capitale, dès la leçon du 13 juin 1942, et, dit-il à plusieurs fois, elle est chose capitale, surtout pour ce qui concerne le langage. Par conséquent, l'art littéraire, je cite Valéry, par conséquent, l'art littéraire dérivé du langage est, entre les arts, celui dans lequel la convention joue le plus grand rôle. Cela a été dit dès la plaquette de candidature. Il est encore un point sur lequel Valéry se sent plus proche de la rhétorique que de la stylistique, tout en considérant bien sûr que mon parallèle est assez faux historiquement, parce que la stylistique n'est pas constituée comme discipline à l'époque, mais peu importe. Et ce point, c'est le niveau auquel on doit se placer dans l'analyse des textes. Pour Valéry, un texte doit s'appréhender comme un texte, c'est-à-dire comme une totalité organique, comme une construction, dit-il toujours, ou une composition, dit-il encore. Cela est d'abord vrai de la prose, mais cela vaut bien sûr aussi pour la poésie, et nous lisons dans la leçon inaugurale, je suis un tout petit peu en avance sur mes diapositives, oui, pardon. Et nous lisions dans la leçon inaugurale les mots suivants. « Je ne cesserai de condamner la pratique détestable qui consiste à traiter les poèmes comme des choses, à les découper comme si la composition n'était rien. » L'idée revient plusieurs fois dans le cours où elle se heurte à une autre idée également présente et qui apparaît dès le 22 janvier 1938. J'estime énormément la parole que Voltaire a prononcée sur la poésie quand il dit que la poésie n'est faite que de beaux détails. Il faut savoir, entendez-lui dire, c'est la composition ou c'est les détails qui comptent, hein.
Cette formule de Voltaire, Valéry la cite souvent et il l'approuve, alors même qu'elle entre en tension avec son principe le plus cher, la nécessité de considérer les œuvres comme des totalités dans leur composition et précisément pas dans leurs détails. C'est d'ailleurs une des rares tensions que le cours thématise explicitement comme telle. Ainsi lit-on dans la leçon du 10 mars 1945 « Personne aujourd'hui n'a l'idée de critiquer une œuvre au point de vue de la composition. Je vois très rarement les préoccupations de composition être au premier plan. On est toujours saisi aujourd'hui par le détail. C'est un fait assez remarquable qu'on peut rapprocher d'une parole de Voltaire, très vraie d'ailleurs, et je l'ai souvent cité ici même, que la poésie était faite de beaux détails. » Et la formule de Voltaire revient la semaine suivante, le 15 mars 1945, et elle donne lieu à l'expression d'un même embarras. Il n'est cependant pas impossible de reconstituer dans le cours, en démêlant l'écheveau des tensions, voire des contradictions, les premiers éléments de ce qu'on pourrait appeler une stylistique valérienne, ou en tout cas, pas impossible de dégager quelques options en vue de la description proprement stylistique des textes littéraires. La première de ces options serait sans nul doute le privilège donné à la dimension sonore des faits de langue sur leur dimension lexicale et le très faible intérêt que Valéry accorde aux faits grammaticaux. Cette hiérarchie est implicitement présente dans les lignes que j'empruntais plus haut à la plaquette de candidature. En matière littéraire, en revanche, la syntaxe n'est jamais considérée pour elle-même par Valéry, mais seulement comme le lieu d'appariement des items lexicaux. De ce point de vue au moins, Valéry n'est pas un homme de sa génération. Pour lui, les règles d'agencement des mots dans la phrase relèvent d'une contrainte préétablie comparable aux règles métriques de l'alexandrin. On ne sera dès lors pas surpris de constater que la catégorie grammaticale qui intéresse le plus Valéry, peut-être même la seule catégorie qui intéresse Valéry, ce soit celle d'épithète, puisqu'elle négocie, selon ces mots, je cite, un rapprochement de termes entre un nom et un adjectif. De fait, la seule analyse proprement stylistique que l'on trouve dans le cours, alors bien sûr il y a toujours l'hypothèse du cours du samedi, mais on va la suspendre pour les raisons que j'ai dites, donc la seule analyse proprement stylistique qu'on trouve dans le cours prend la forme d'un commentaire de 2 vers du bateau ivre proposé le 27 janvier 1945, et dans ce commentaire, la seule chose qui retienne Valéry, ce sont précisément 2 appariements substantifs-adjectifs, pomme sûre, eau verte, plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra, ma coque de sapin. Et l'analyse qu'il en fait est purement sémantique. Il s'intéresse au fait que le trait sémantique de Verdeur est déjà inclus dans sûr et va donc passer au vers suivant, créant un effet de liage. Et donc on est à nouveau dans la composition, beaucoup plus que dans le pur détail. Mais ça reste quand même de type stylistique. Or, on le voit, ce n'est pas le fait de syntaxe qui importe dans l'épithète, mais la relation sémantique qui est construite par le rapprochement de 2 éléments lexicaux. C'est ici un des moyens qui permettent à Valéry de résoudre la tension qui apparaît entre l'importance qu'il accorde au lexique et sa résistance à la lexicomanie qui a caractérisé la seconde moitié du siècle précédent. Bref, il n'est pas nécessaire d'avoir un lexique étendu et des termes rares pour obtenir le meilleur rendement expressif. Il suffit de jouer sur les acceptions et de travailler les rapprochements. Je cite un passage de 1940. « Le vocabulaire de Racine est restreint, 1500 à 3000 mots, extrêmement petit par rapport au nombre de mots employés par les écrivains modernes, par exemple Victor Hugo, et si nous prenons une période plus récente, Huysmans a employé 50 000 mots. » Comme quoi il comptait aussi les mots, malgré ce qu'il nous disait tout à l'heure. Bossuet emploie les termes de la banalité la plus grande avec un art extraordinaire et arrive à faire des mots qui s'imposent au lecteur, qui ont une puissance, une force ou une grâce extraordinaire. Son vocabulaire est restreint. On le voit par ailleurs, malgré la revendication d'une démarche impersonnelle à base analytique, Valéry ne cesse de réintroduire la question de la valeur qu'il avait d'abord voulu ou dit suspendre. Ainsi lisait-on dans un brouillon de la leçon du 2 décembre 1938 que, selon la perspective qu'il souhaitait adopter,
la valeur, je cite, la valeur n'entrait pas en ligne de compte et elle devait dire le lendemain qu'un beau tableau, je cite à nouveau, un beau tableau n'est pas bien différent d'un mauvais si on l'observe d'un point de vue purement formel, c'est-à-dire en suspendant la question de la valeur. Or, c'est précisément le reproche qu'il fait, le 12 janvier 1945, nous l'avons vu, à une approche stylistique qui se contenterait de compter les mots et de dénombrer les tours syntaxiques en suspendant la question de la valeur. À défaut de pouvoir induire du cours plus que ces quelques éléments méthodologiques en vue d'une possible analyse stylistique à base valérienne, on peut ainsi tout au moins dégager les grands principes qui seraient au fondement d'une possible stylistique selon Valéry. Présents tout au long du cours, ces principes se formulent de façon bien plus nette dans les toutes dernières leçons au début de l'année 1945. Non seulement Valéry pose enfin et frontalement la question annoncée dès le début de l'emploi littéraire de la langue, mais il se propose de le faire à partir de l'exemple le plus canonique qui soit, le sacerdoce stylistique de Flaubert. Bien sûr, ce ne sont pas ces mots, puisqu'il n'a pas jamais le mot stylistique, sauf dans l'occurrence qu'on a vue. Le 19 janvier, il prend le temps de développer une idée qu'il n'avait cessé d'avancer, mais souvent très allusivement au long des années précédentes, la nécessité d'opérer une opposition stricte entre la langue littéraire et la langue ordinaire. Mais ici encore, on note une forme d'hésitation, de tension, de flottement, d'instabilité. On ne sait jamais si cet emploi littéraire de la langue est réservé à la poésie ou si elle vaut aussi pour la prose. La prose, en effet, est parfois assimilée par le cours au langage ordinaire, celui où l'énoncé s'efface dès qu'il a été prononcé au profit de son seul contenu. La leçon du 23 mars 1945 semble pourtant assimiler la prose à la poésie et regretter le temps où la première, donc la prose, exigeait le même soin que la seconde, la poésie, et s'opposait, comme cette seconde, à la langue parlée. De fait, les modèles stylistiques cités par Valéry en ce début de 1945 sont des prosateurs. Flaubert pour les idéaux dans la leçon du 13 janvier, Bourdaloue pour la pratique dans la leçon du 23 mars, etc. Bien sûr, le rapprochement de la prose et de la poésie n'implique jamais que Valéry renonce à la spécificité langagière de la seconde. Ce qu'il dit de celle-ci dans la leçon du 19 janvier 1945 ne saurait évidemment s'appliquer à Flaubert ou à Bourdaloue. Je cite, « La poésie est un abus du langage, on exploite les propriétés du langage et on se meut dans un domaine qui est en quelque sorte frauduleux. On dépasse les choses du langage. » Mais une note de 1937-1938 contenait une image proche qui semblait cette fois plutôt concerner la prose en contexte. Le style est fait d'une composition de vertus antagonistes. D'une part, il accepte la langue et lui cède, et de l'autre, il la viole avec bonheur. Encore une fois, je ne voudrais pas isoler Valéry. Cette opposition entre norme et anomie dans le domaine de la langue, elle est omniprésente depuis la fin du XIXe siècle, donc ce n'est pas spécialement valérien. Mais ça apparaît tellement sous la forme d'une tension chez lui que je trouve ça intéressant. Une autre tension se dessine si l'on met en regard d'une part ces appels à faire violence à la langue dans la pratique littéraire et d'autre part l'hostilité radicale que ressent Valéry face aux bizarreries langagières dans lesquelles il soupçonne toujours une forme de néomanie. Je le cite, « Il existe une originalité apparente et voulue qui est imitation. Si un autre me semblait original, on n'aurait pas songé à l'être, peut-il ainsi dire en 1943. » On voit quelles tensions peuvent expliquer que Valéry n'ait pas tenu la promesse qu'il semblait nous faire lorsqu'il devint professeur au Collège de France en 1937, à savoir que la poétique qu'il entendait promouvoir reçut un volet stylistique. Car cette absence est moins le signe d'un désintérêt que d'une difficulté et peut-être aussi paradoxalement de l'importance qu'il accordait à un problème dont il a toujours retardé le traitement jusqu'à ce que, quelques mois avant sa mort, l'urgence ne s'en fit sentir. On a lu plus haut les notes du 23 mars 1945 où Valéry manifestait un brusque intérêt pour la forme des phrases. Ces lignes se poursuivaient ainsi. « Je vous avoue franchement que personnellement, ces questions-là, et j'ai envie d'entendre ces questions stylistiques, m'intéressent plus que le cours même que je fais. Elles m'intéressent beaucoup plus, à tort ou à raison. Mais c'est une manie que
que je tiens de mon jeune âge et qui persiste. Je trouve que c'est tellement intéressant de considérer ce phénomène, écrire dans toute sa splendeur, avec toute sa rigueur, avec tout ce qu'on peut imaginer là-dedans, que le rêve de ma vie, qui n'a pas été accompli, aurait été d'écrire une page de prose selon ce que j'aurais aimé faire, c'est-à-dire en suivant mes idées théoriques là-dessus. Je n'y suis pas arrivé, je l'avoue franchement. Le regret de n'avoir pas écrit la page de prose parfaite dont il rêvait s'accompagnait peut-être chez Valéry du regret, voire du remords, de n'avoir pas consacré assez de temps à l'épineuse question du style. Je vous remercie.